Salut Internet. Aujourd'hui c'est moi qui présente la vidéo de Dog7, mon pseudo c'est Aspi Vidéo. Je suis un jeune youtubeur autiste Asperger qui fait des podcasts ludiques sur YouTube. Merci Aspi. Aujourd'hui on va parler de pionniers, de mecs qui ont du courage, de mecs qui n'ont pas peur de l'inconnu. Bref, on va parler de mecs qui ont une grosse ouais, en fait on va juste parler d'explorateurs, d'expéditions qui ont changé le monde. Et pour une fois, ce classement sera chronologique, parce que même en toute objectivité, je les trouve toutes aussi extraordinaires les unes que les autres. Marco Polo n'a pas introduit les pattes en Europe. C'est une vieille légende urbaine. Par contre, Marco Polo est bien l'un des plus grands explorateurs de son temps. Il fait partie d'une très longue génération de marchands vénitiens. Et à cette époque, vers la fin du XIIIe siècle, la mode est de commercer avec certains pays asiatiques par la fameuse route de la soie. Lors de son premier voyage, il arrive à la cour mongole de Rubilay Khan. Et il y restera près de 25 ans. Ouais, il devient une personne très importante de la cour mongole. On lui confie beaucoup de missions d'ambassadeur et du coup il voyage un peu partout en Asie, dans les actuelles Chine, Inde, Birmanie, Vietnam, etc. Du coup, quand il finit par rentrer en Europe, il écrit un bouquin qui s'appelle Le Livre des Merveilles, où il raconte toutes ses aventures, il décrit les différentes cultures, il y a beaucoup d'illustrations, et à l'époque le bouquin est copié des centaines de fois en plein de langues. Ce qui est juste énorme, on est au XIIIe siècle, l'imprimerie ça n'existe pas avant le XVe siècle. Bref, il aidera aussi beaucoup à cartographier l'Asie. Et plus généralement, Marco Polo à son retour, il inspirera beaucoup de nouveaux explorateurs à parcourir le monde. Bien évidemment, je pouvais pas faire ce classement sans parler de Christophe Colomb, ce navigateur italien qui pose le premier le pied en Amérique en 1492. Hop, je vous arrête tout de suite. Vous inquiétez pas, on va en parler de Leif Erikson. Bon, déjà, soyons clairs. Christophe Colomb, ok, il a bien posé le pied en Amérique, enfin, sur une île des Caraïbes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de controverses à son sujet. Déjà, c'est pas un type cool, D'ailleurs, je vous invite à regarder l'excellente vidéo de Pour la petite histoire qui vous parle de la face cachée de Christophe Colomb. C'est vraiment très intéressant. Il faut ensuite savoir que Colomb, lui, il était persuadé d'être arrivé en Inde. Il a jamais eu en tête qu'il avait mis le pied sur un nouveau continent. Ça, on le doit à un autre navigateur, Amerigo Vespucci. Oui, il s'appelait Amerigo. Je vous fais pas un dessin, vous comprenez d'où vient le nom Amérique. C'est lui qui est le premier à comprendre que les terres que Christophe Colomb a découvertes font partie d'un nouveau continent. Bon, et je peux pas conclure sans parler de notre cher Islandais Leif Erikson. C'est le fils d'Éric le Rouge et à la base c'est une lignée de Norvégiens, de bons vieux vikings. Bref, on admet depuis pas mal d'années maintenant que c'est lui le premier Européen à avoir exploré l'Amérique du Nord, autour de l'an 1000, donc bien 500 ans avant Colomb et ses amis. Mais pour des raisons qu'on ignore, ils ont pas tenté d'y implanter une colonie, et du coup c'est un peu tombé dans l'oubli. 27 ans après Christophe Colomb, Fernand de Magellan, un navigateur portugais, embarque pour une expédition inédite. Depuis que l'Amérique est découverte, tout le monde rêve de faire le tour du monde en bateau. En 1519 donc, il part depuis l'Espagne avec 5 bateaux et 237 hommes d'équipage. Ils font d'abord route vers les côtes du Brésil, mais arrivé à la pointe sud de l'Amérique, un des 5 bateaux s'échoue et un autre se rebelle et retourne en Europe avec une 60aine d'hommes. Bon, il donnera quand même son nom au détroit de Magellan qui est à l'extrême sud de l'Amérique. Avec ses 3 bateaux restants, Magellan continue sa route vers l'ouest. La traversée du Pacifique est très compliquée. Ils ont plus rien à manger et plusieurs marins mourront de maladie. Finalement, ils arrivent aux Philippines, sur la petite île de Mactan. Le roi de cet îlot, un certain Lapu-Lapu, refuse de se soumettre. Et Magellan décide de débarquer avec 60 hommes pour mater cette tribu sauvage. Sauf que les mecs sont 3 fois plus nombreux, Magellan se prend une lance empoisonnée en pleine tronche, et ça pue du cul pour les Espagnols. Bref, après cette défaite, Juan Sebastián Elcano devient capitaine, et les 113 hommes restants sont obligés de couler un des 3 navires restants. Bah ouais, ils sont plus assez nombreux pour en diriger 3. Après quelques escales de plus et pas mal de péripéties, c'est finalement qu'un seul navire et 18 hommes qui arriveront en Espagne le 6 septembre 1522. Et c'est donc le tout premier navire à faire le tour de la Terre.
Bon, on avance de 2 siècles, mais on va encore parler d'un navigateur. Mais d'un navigateur britannique cette fois-ci. James Cook fera 3 grands voyages entre les années 1768 et 1779. Pour le premier de ces voyages, il part d'Angleterre, passe par le fameux détroit de Magellan et se dirige vers la Nouvelle-Zélande. Il y passe plusieurs mois à cartographier l'intégralité des côtes. Ensuite, il remonte vers l'Australie, il observe les côtes, il passe par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et il rentre en Europe. Son deuxième voyage fut lui consacré à l'Antarctique. Cette fois-ci, il longe l'Afrique jusqu'à l'Antarctique, puis il en fait le tour en passant en dessous de l'Australie. Il fait un petit détour en Nouvelle-Zélande, continue à longer l'Antarctique et remonte par l'Afrique une fois le tour effectué. Pendant son troisième voyage, il décide d'explorer le nord du Pacifique. Pour cela, il arrive déjà en Nouvelle-Zélande, puis il remonte jusqu'à Hawaï, où il est le premier Européen à y mettre les pieds. Il y reste un petit temps et il repart encore plus au nord pour rejoindre les côtes ouest de l'Amérique du Nord. Il voulait passer à la base par le détroit de Bering pour rentrer en Europe par le nord, mais tout est gelé et il renonce. L'équipage retourne alors à Hawaï et y reste quelques semaines. Sauf qu'un jour, des tensions éclatent. Les locaux et les Anglais décident de se friter un peu et Cook se prend un coup sur la tête et meurt en compagnie de 3 autres Anglais. L'expédition repart et rentre finalement en Angleterre. Bref, Cook est une légende dans le monde anglo-saxon. Il a découvert un paquet d'îles dans l'océan Pacifique et c'est surtout grâce à lui que l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande fut rapidement colonisée par les Anglais. Enfin, grâce à lui, je sais pas si grâce est vraiment le mot approprié. Comment ça, encore une expédition en bateau? Bon, certes, mais l'expédition de Darwin est tellement importante que je ne peux pas ne pas en parler. On est donc première partie du 19e siècle, entre 1831 et 1836, et on va s'intéresser à l'HMS Beagle. Ce bateau britannique fut chargé d'une mission de cartographie de l'Amérique du Sud. À cette époque, on est en pleine période coloniale, et beaucoup de gouvernements européens veulent des cartes précises de l'Afrique, de l'Amérique, etc. Bref, Darwin embarque donc comme naturaliste dans ce voyage qui devait durer à la base 2 ans, et qui consistait en gros à longer les côtes de l'Amérique du Sud, puis à traverser l'océan Pacifique pour rejoindre l'Australie, et enfin à rentrer en Angleterre. Au final, le voyage durera 5 ans, et Darwin collectera des milliers de spécimens d'animaux, de plantes, de minéraux, de fossiles, etc. Il publiera en rentrant un bouquin qui raconte cette aventure, mais surtout il passera ensuite plusieurs dizaines d'années à développer sa théorie de l'évolution, largement basée sur tout ce qu'il a pu voir pendant cette expédition. D'ailleurs, je vous conseille vivement ces 2 livres, L'origine des espèces, certes, mais surtout Voyage d'un naturaliste autour du monde. Si comme moi vous aimez les bouquins d'aventure, vous allez vraiment pas être déçus. On est fin 19e, début 20e, et il reste plus grand chose à explorer sur Terre. Le pôle Sud est une de ces choses. À partir d'environ 1895, et pendant près de 20 ans, jusqu'à la Première Guerre mondiale en gros, le monde va connaître une véritable course au pôle Sud. Des expéditions de beaucoup de pays seront lancées. Des Belges, des Britanniques, des Allemands, des Suédois, des Français, des Norvégiens, des Australiens et même des Japonais se lancent à l'assaut de l'Antarctique. Et si le premier à atteindre le pôle Sud est le Norvégien Roald Amundsen, en 1911, les autres expéditions permettent d'explorer une immense partie du continent, des baies, des glaciers, des îles, etc. Certains auront un peu moins de chance, Beaucoup d'hommes sont morts en voulant atteindre le Graal, notamment l'expédition Terra Nova, menée par des Britanniques. Elle est partie à peu près en même temps que l'équipe norvégienne, mais ils ont eu beaucoup de soucis. Pour faire court, 5 hommes arrivent au pôle Sud 1 mois après Amundsen. Ils voient le drapeau norvégien et décident du coup de regagner leur bateau, tant pis, ils ont perdu. Sauf que les 5 pauvres hommes mourront tous sur le chemin du retour. Bref, cette course au pôle Sud au début du siècle est juste très révélatrice des tensions de l'époque. On est quelques années avant la Première Guerre mondiale, et conquérir le pôle Sud à l'époque signifiait gagner le respect du monde entier. Après la course au pôle Sud, on va aborder la course à l'espace. Bon alors déjà on va se remettre dans le contexte, Guerre froide, URSS contre États-Unis, ça snargue, ça joue à qui c'est qu'à la plus grosse, etc. Bon, ça, vous devez le connaître. Par contre, il faut savoir que la course à l'espace, c'est pas juste qui c'est qui mettra le premier le pied sur la Lune, Non, ça passe par plein de petits exploits. Premier satellite artificiel, premier animal dans l'espace, premier homme dans l'espace, première sonde spatiale, et enfin, premier homme sur la Lune. Bon, les exploits sont partagés, les soviétiques ont mis le premier homme dans l'espace, les américains ont mis le premier homme sur la Lune. Mais au final, ce qu'il faut retenir de cette course, c'est le boom de technologie. Des milliards de dollars ont été investis pour mettre des hommes et des machines dans l'espace, et ça a permis de créer des technologies essentielles à l'heure actuelle. Et ça, c'est juste dingue. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si, comme Aspi, vous voulez m'envoyer un salut internet,
Rien de plus simple. Il suffit de vous filmer en train de dire salut internet et de m'envoyer votre vidéo à l'adresse mail que je vous laisse en description. Les deux uniques conditions, c'est qu'on voit votre visage, sinon ça a pas grand intérêt. Surtout si vous êtes mineur, de joindre à votre vidéo le document que je vous mets aussi en description. Allez, si vous avez aimé la vidéo, tabassez le pouce bleu et faites tourner à vos amis. Ok, il y a Facebook et Twitter, mais même le bouche à oreille, c'est cool. Ah oui, en fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne de Doc7 parce que ce gars-là est juste extraordinaire et fait des vidéos super cool. Moi je vous dis à très vite les amis, pour une nouvelle vidéo. Salut internet.